Du coup, bonjour à tous. Donc, ravi de vous retrouver pour ce nouveau meet-up SNDS qui va porter autour du projet BOA pour Bibliothèque ouverte d'algorithmes en santé. Donc, je m'appelle Romain Gérard, je travaille à Zephyr depuis 2 ans et en ce moment sur les projets open source, notamment avec Lauriane qui est là également. Et ce soir avec mon collègue Malek Ben Tayeb à la direction scientifique. On va vous parler un peu de ce projet que le Hub lance en collaboration avec plusieurs structures que vous voyez à l'écran et dont notamment Redsian. J'aurai l'occasion d'en toucher un mot juste après. Alors si vous voulez bien, dernière consigne avant que je commence, c'est de poser vos questions dans le chat au fur et à mesure. Je pense qu'on les prendra à la fin de nos présentations respectives avec Malek. En fonction des présentations, des questions, et j'essaierai de faire des efforts pour y répondre. Du coup, en avant. Qu'est-ce que c'est que le projet BOA? BOA, l'objectif, c'est, si je suis sur le bon endroit, voilà. BOA, c'est un projet qui porte sur le soutien au développement et à la validation d'algorithmes de ciblage dans le SNDS. Alors, dans cette phrase, il y a plusieurs mots que d'entre vous comprenez, que certains d'entre vous peut-être ne connaissent pas encore. Donc déjà, de quoi on parle quand on parle du SNDS? Pour ceux qui ne sont pas super à l'aise avec le sujet encore, le SNDS, c'est une base de données très importante dont Malek parlera plus en détail dans sa présentation juste après. Qui est la base de données de l'assurance maladie, qui regroupe donc les données des soins de ville et les données des soins à l'hôpital, le PCVR et le PMSI, et qui sont jointes avec les données des causes médicales de décès du CPDC. Donc c'est une base de données vraiment très importante, quasi exhaustive à l'échelle de la population française, et qui donne énormément d'informations très utiles sur le parcours de soins des usagers du système de santé français. Ça, c'est pour le SNDS. Ensuite, de quoi on parle quand on parle d'algorithme de ciblage? On va entendre par algorithme de ciblage des méthodes, des règles, des programmes. Ça peut être une suite de critères d'inclusion, d'exclusion ou des méthodes statistiques qui permettent de repérer là, en l'occurrence, on va se concentrer sur les données du SNDS, donc sur la base des données du SNDS, des personnes dont l'état de santé présente certaines caractéristiques. Alors, ça va être typiquement des pathologies, un handicap ou une caractéristique quelconque de l'état de santé. Pourquoi on s'intéresse à ces algorithmes de ciblage? Parce qu'en fait, c'est des outils qui sont essentiels pour analyser correctement les données, puisqu'ils permettent de constituer des populations d'études de manière fiable et reproductible. Et donc, on s'intéresse à ces algorithmes de ciblage qui sont en réalité un objet actif de recherche en particulier pour ce qui concerne le SNDS. Le premier point que je vais mentionner, c'est que nombre d'entre vous, je pense, connaissent déjà l'existence de ce réseau. Et le réseau RedSiam, qui existe depuis 2014, donc RedSiam, c'est pour réseau pour faciliter l'utilisation des données du SNIRAM, si je ne m'abuse. Je pense qu'il y a quelques membres qui sont dans l'assistance et qui pourront me corriger en direct si je raconte des bêtises, n'hésitez pas dans le chat. Et donc le réseau RedSiam, c'est un réseau d'experts en fait qui se retrouvent en groupe de travail thématique pour travailler et examiner de manière critique les algorithmes de ciblage qui sont publiés et en développer des nouveaux. Donc, vous pouvez retrouver très facilement le réseau en tapant RedSiam dans votre moteur de recherche préféré ou redsiam.fr sur le site. Donc ça, c'est pour le réseau qui existe. Et vous pouvez voir, j'ai mis ensuite 2 publications récentes sur des algorithmes de ciblage sur des thématiques tout à fait différentes. Une sur le cancer de la prostate et une sur les limitations visuelles qui ont été publiées assez récemment. Vous allez me dire, si les algos sont déjà publiés, si le réseau RedSiam existe déjà, pourquoi lancer une nouvelle initiative de soutien qui s'intéresse à ces algorithmes de ciblage? Mais en réalité, vous pouvez voir à droite pourquoi quels sont les verrous sur lesquels on essaie de travailler avec ce projet. Le premier verrou, c'est évidemment la complexité des données.
que ceux qui ont travaillé avec le SNES connaissent déjà. C'est une base quand même d'une grande complexité, avec des centaines de tables, des milliers de variables. Ensuite, certes, il y a des algos qui ont été utilisés, mais souvent ils restent peu accessibles ou incomplets, fragmentaires, encore assez méconnus, où c'est difficile de choisir quel algorithme on prend pour un problème terminé. Et dernier point, c'est qu'il y a un problème, on manque encore de validation des algorithmes. Qu'est-ce que j'entends par validation des algorithmes? C'est-à-dire pouvoir évaluer la performance, par exemple très simplement en termes de spécificité, de sensibilité, d'un algorithme de repérage des usagers qui sont atteints d'une pathologie, par exemple, l'évaluer sur des données externes à SNDS pour savoir un peu à quelle confiance on peut accorder à ces algorithmes. Donc, ça, c'est les obstacles qui subsistent encore. Pour revenir sur concrètement qu'est-ce que le projet BOA apporte par rapport à ce qui existe dans l'écosystème, si on prend le réseau Retium qui travaille beaucoup sur ces sujets, on monte le projet BOA en collaboration avec le réseau Retium parce que les experts de Retium peuvent apporter le contenu en fait et l'analyse critique du contenu. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas suffisamment de compétences ou de ressources ou d'expérience pour faire. C'est vraiment ce côté analyse critique des algorithmes, contextualisation, indiquer pour quelles problématiques sont les plus appropriées, voir un peu ce qui pourrait manquer, comment on pourrait le faire évoluer, quelles analyses sont applicables, etc. Donc, ce travail extrêmement important d'analyse critique et d'expertise des algorithmes qui est apporté par Retium. Ce que nous on propose d'ajouter à ce travail-là avec BOA, c'est trois choses. C'est d'abord un dispositif de soutien à ces projets de développement, de mise à jour, de validation des algorithmes. Un soutien financier, mais aussi un soutien technique et un soutien humain dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt dont je vais parler juste après. Ensuite, c'est mettre en place une structure technique de partage des algorithmes et de partage des algorithmes de manière documentée, la manière la plus claire possible pour en maximiser la réutilisabilité. En ce moment, il est très difficile à prononcer, j'espère que je vais y arriver à chaque coup. Mais c'est vraiment dans l'idée que les algorithmes qui sont dans les publications sont parfois, sont partagés. Les chercheurs qui utilisent les algorithmes indiquent en général quelles méthodes ils ont utilisées pour repérer les patients. Mais on manque un peu de contexte sur quelle période cet algorithme est applicable. Quelle est la réflexion qui a amené à considérer ces codes-là et pas d'autres codes? Quelle confiance on peut accorder a priori? Est-ce que par exemple il va manquer telle sous-population parce qu'elle est très difficile à cibler dans le SNS, etc. Toutes ces informations pour éviter que chacun refasse le travail de son côté quand on s'attaque à une autre problématique. On va essayer de faire en sorte que ce soit partagé de la manière la plus claire possible au sein de la bibliothèque. Et le troisième point, c'est en plus du soutien financier et donc de la structure de partage, c'est la structure de discussion. On va mettre en place autour des algos qui font partie qui seront référencés dans la bibliothèque, un espace d'échange, de discussion, comme avec dans l'idée d'arriver à faire évoluer collaborativement ces algorithmes-là et en tout cas leur documentation, en se disant que les connaissances, comme pour beaucoup de sujets qui concernent le SNDS, les connaissances sont réparties entre beaucoup de personnes dans l'écosystème. Il y a des choses parfois très subtiles que peu de personnes connaissent, et c'est en mobilisant les compétences de tous qu'on peut arriver à les compétences de chacun qu'on peut arriver à faire des algos les plus fiables au bénéfice de tous. Donc voilà l'objectif essentiel du projet BOA. Pour lancer tout ça, pour lancer la dynamique en particulier, mettre en place les bibliothèques, etc., on a lancé, donc en collaboration avec Retium, comme je le disais tout à l'heure, et avec d'autres structures qui sont
qui nous aident à mettre en place scientifiquement le projet et qui sont en page d'accueil de la présentation que vous pourrez en ligne ensuite. On a lancé un appel à manifestation d'intérêt cet été autour du projet Bois. L'idée étant, voilà, si j'arrive à passer la slide, l'idée étant de sélectionner des premiers projets de développement, de mise à jour, de validation de ces algorithmes de ciblage qui bénéficieront d'un accompagnement, comme je disais, financier, technique, humain et scientifique à la mesure de leurs besoins. Donc, l'objectif, c'est de lancer la dynamique, de poursuivre dans cette démarche de mutualisation des efforts autour des outils de manipulation du SLBS, d'arriver ensemble à consolider et à fiabiliser les outils, ces outils d'analyse, et de manière plus générale, ça s'inscrit dans une démarche très large dans la communauté depuis des années, de promotion de l'open source dans la recherche sur les données de santé, en se disant que voilà, en mutualisant les connaissances, on peut arriver très loin tous ensemble. Concrètement, cet appel à manifestation d'intérêt dont je vais parler pour la suite de ma présentation, et Malek pourra reprendre ensuite pour rentrer plus dans le détail sur pourquoi les algorithmes de ciblage, pourquoi il peut y avoir plusieurs versions d'un même algorithme qui sont intéressantes pour différentes questions, etc. Dans sa présentation ensuite. Les projets ciblés par l'appel à manifestation d'intérêt, c'est ceux qui répondent à 5 critères qui sont au fond assez simples et assez intuitifs. C'est les projets qui ont un intérêt public et scientifique important, qui portent évidemment sur le développement, la mise à jour, la validation d'algorithmes de ciblage dans le SNBS, qui ont une méthodologie qui est bien établie et qui est pertinente, et on sera aidé pour évaluer la pertinence de la méthodologie par les structures dont je parlais tout à l'heure et avec qui on a monté un groupe de travail scientifique. Il faudrait que je les cite, je le ferai à la fin, je pense, quand je pourrai avoir la tête sous les yeux. Qui restent faisables techniquement, à la fois en termes de mobilisation des données, de calendrier, d'appariement éventuel, etc. Qui vont partager les résultats, parce que vous l'avez compris, un des piliers centraux de cette initiative, c'est l'aspect open source de tout le projet. Donc on s'attend à ce que, on va demander en contrepartie de tout l'accompagnement, à ce que les lauréats acceptent de faire un effort important de documentation, d'implémentation et de partage des algorithmes résultats pour vraiment avoir des résultats de qualité au bout du compte et avoir des résultats qui soient partagés dans une optique d'en faciliter au maximum la réutilisation fiable par d'autres projets. Et le dernier point, c'est qui rentre un peu dans la faisabilité du projet, c'est l'implication et l'expérience de l'équipe projet, histoire de s'assurer que les personnes qui veulent faire le projet aient bien les compétences et le temps pour le faire réel. Là, c'est les critères sur lesquels on va sélectionner les projets. Concrètement, je parlais tout à l'heure d'accompagnement du projet. Je vous laisserai, pour ceux qui sont intéressés pour candidater, je vous laisserai lire le détail de la slide à tête reposée. Mais on propose un appariement sur 4 volets. Sur le volet juridique et cadrage, comme ce qu'on fait pour les projets des lauréats des appels à projets précédents au hub. Donc le cadrage, l'aide au cadrage du projet dans son intégralité, un accompagnement juridique et réglementaire pour obtenir l'autorisation d'accès aux données et les autorisations de traitement des données. Un côté accompagnement technique à l'appariement si nécessaire et à l'analyse des données, avec en particulier si c'est pertinent pour le projet, la mise à disposition des données dans un espace sécurisé d'analyse sur la plateforme technologique du hub, avec des outils d'analyse, j'ai plus de détails en tête, mais R, Python, des outils de calcul distribués si nécessaire, etc. Troisième volet, un appui financier
qui se monte, si vous allez voir le dossier de candidature, on met un plafond de 100 000 euros par projet, donc ça reste, c'est quand même un financement assez conséquent. Et un appui financier, un appui scientifique, pardon, au fil du projet, si nécessaire, en mobilisant de notre côté le réseau de chercheurs affiliés ou le réseau qu'on peut avoir au SBThub pour faire en sorte que le projet se réalise dans les meilleures conditions. Et enfin, un appui sur la mise en valeur des résultats, l'accompagnement à la publication des résultats, l'accompagnement à la mise en open source, évidemment au sein de la bibliothèque. Et quelque chose d'important, c'est la valorisation scientifique des résultats partagés quand ils seront réutilisés par d'autres projets ensuite, parce que c'est bien, toute l'idée, c'est que les résultats partagés soient réutilisés par la suite. Et quand je parle de valorisation scientifique, je parle notamment de citations qui feront partie d'une forme de charte d'utilisation de la bibliothèque. Je ne m'appesantis pas plus que ça sur le sujet. Vous pouvez voir juste que sur l'appui financier, histoire de garantir la fluidité dans la réalisation du projet, on met quelques conditions sur le fait que la convention qui cadre l'ensemble du projet soit signée relativement rapidement. Et on garde 25% de la somme qui sera conditionnée à la publication effective des résultats en open source à la fin du projet. Voilà pour l'accompagnement du projet. En contrepartie de cet accompagnement, ce qu'on demande, c'est une implication quand même une implication forte de la part des lauréats qui auront été sélectionnés sur également les différents volets. Donc l'implication, je ne vais pas refaire tout, mais l'implication dans le cadrage du projet, dans la constitution d'un dossier de demande d'autorisation CNIL si c'est adapté si c'est pertinent pour le projet. L'implication dans les étapes techniques d'appariement et d'analyse des données, évidemment. Des besoins clairs en termes financiers, en termes scientifiques, et bien sûr le partage des résultats en open source de manière détaillée et très claire. Donc voilà le deal. Je ne vais pas passer du temps sur l'exemple qui, je pense, est très long à expliquer à l'oral et beaucoup plus facile à expliquer à l'écrit, donc vous pouvez le retrouver dans les slides qui seront en ligne. C'est un peu quels sont les projets qu'on vise à accompagner. Un exemple avec validation et un exemple sans validation. Et je passe directement sur les aspects plus concrets de l'appel à une manifestation d'intérêt. Donc concrètement, l'ANI a été ouvert le 9 juillet de cette année et on va fonctionner par 3 vagues de sélection. Donc il va y avoir l'ANI est ouvert jusqu'en juin 2022 et on va sélectionner 3 vagues de lauréats. Une première vague à la fin du mois de septembre et une deuxième, donc la sélection aura lieu en octobre, mais les candidatures sont closes fin septembre, je vous en toucherai un mot juste après. Une vague de candidatures en février, une vague de sélection en février 2022 et une vague de sélection en juin 2022. Comme ça, voilà, on se donne un AMI moyen terme pour voir un peu ce que ça donne et comment on peut améliorer le process au fil du temps et faire un bilan au bout d'un an, voir si ça a fonctionné, s'il faut qu'on fasse les choses différemment, etc. Quelque chose d'important à savoir, c'est que si vous candidatez, vous ne candidatez pas pour une vague en particulier. Vous pouvez tout à fait candidater maintenant et puis qu'on détermine au fil des discussions avec vous que le projet n'est pas forcément mature pour cette vague pour la vague d'octobre 2021 et qu'il vaut mieux le garder pour celle de février 2022. En tous les cas, vous pouvez commencer à construire, enfin, si vous êtes intéressé pour candidater, vous pouvez tout à fait commencer à construire votre dossier de candidature dès maintenant pour les vagues suivantes éventuellement si voilà dans la discussion on se rend compte qu'il manque encore des éléments, vous n'êtes pas sûr de la mobilisation des différentes données du projet, etc. Juste pour toucher un mot, je l'ai pas mis sur la slide là, mais pour toucher un mot du processus de sélection. Donc
on va, pour la première vague en tout cas, mettre en place un process de sélection en deux étapes avec une phase d'évaluation scientifique par des experts SMBS, donc qui pourront beaucoup mieux que moi juger de la pertinence du projet, de la pertinence de la méthodologie, etc. Et ensuite un jury d'arbitrage pour la sélection finale des projets. Et une fois sélectionné, donc on lance pour les projets l'accompagnement comme ce qu'on a pu faire à côté SData Hub pour le reste. Alors, je vais répondre à la question juste après. Je termine d'abord la présentation, c'est la dernière slide. Donc, juste si vous êtes intéressé pour candidater, bah, déjà on est ravis. Et vous pouvez trouver la plateforme de candidature sur Démarche Simplifiée, au lien qui est ici. De toute façon, vous retrouvez la présentation en ligne très bientôt. Et sinon, c'est dans les actualités du Health Hub que vous pouvez retrouver ce lien sans difficulté. Donc, je disais, pour la première vague de candidature, la date limite, c'est le 24 septembre à midi, heure de Paris. Et pour l'ensemble de l'AMI en juin 2022. Et si jamais vous avez la moindre question, ou vous voulez discuter, ou j'ai pas été clair dans la présentation, etc., vous pouvez toujours nous contacter à l'adresse open source. Alors, pour reprendre la question, et qui est très bonne parce que je me suis mal exprimé sur le sujet, qui est donc quel est de bien comprendre le lien entre les algorithmes de RedSiem qui sont déjà élaborés et l'accompagnement du hub, la mise à disposition de données, etc. Je vais reformuler. Imaginons que vous êtes, je vais reformuler à partir de cette slide-là. Imaginons que vous êtes un porteur de projet et vous voulez travailler sur un algorithme de détection de l'insuffisance cardiaque. Vous allez préparer votre dossier de candidature, candidater, être sélectionné, et on lance. Et votre objectif, c'est de dire, OK, je vais développer un algorithme de détection de l'insuffisance cardiaque parce que et je vais le valider sur des données externes, les données d'une cohorte qu'on va appeler C. Et donc je vais demander à faire un appariement entre les données de la cohorte C et de la SNDS pour pouvoir évaluer les performances de l'algorithme que j'aurais conçu préalablement. Donc là-dessus, vous êtes sélectionné, c'est très bien. On lance l'accompagnement du hub pour faire en sorte que vous puissiez accéder, pour faire en sorte que vous puissiez accéder à ces données à Paris. Donc il faut faire tout le process habituel de demande d'autorisation, d'appariement des données, de mise à disposition dans un espace sécurisé. Si, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas à l'aise sur ces aspects-là, je vous invite à aller regarder la documentation qui est disponible en ligne là-dessus, que ce soit sur le site du web, sur la documentation collaborative et certainement d'autres sources qui m'échappent. Donc, vous arrivez avec l'accompagnement du hub au moment où vous avez les données qui sont mises à disposition sur un espace d'analyse. Vous faites votre analyse, vous faites votre étude, et vous concevez un algorithme et vous l'évaluez sur la cohorte qui est appariée au SNDS, donc la cohorte C. L'accompagnement de la collaboration avec RedSiem, elle intervient à ce moment-là. Elle intervient dans l'expertise de l'algorithme qui est développé à ce moment-là pour aider à contextualiser, à raffiner l'algorithme, à indiquer sur quelle période, quel périmètre peut être valide, indiquer dans quel cas dans quel type d'étude on peut l'utiliser. Ça va être vraiment ce travail d'expertise du contenu. J'oublie certainement plein de choses, donc je laisse les membres de RedSiem compléter dans le chat. Mais voilà, la collaboration avec RedSiem, l'appui de RedSiem se fait sur cette étape-là, sur l'étape d'analyse
l'expertise de l'algorithme pendant le projet. Et ensuite, d'aider à construire une documentation qui soit claire, qui permette une réutilisation la plus facile possible des résultats. Et ensuite, ces résultats vont être partagés, une fois documentés et implémentés correctement, etc., en open source au sein de la bibliothèque et disponibles dans un espace de discussion collaborative, comme j'en parlais précédemment. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, c'est-à-dire que alors, les experts RedSiem sont participants RedSiem bénévolement. Je ne sais pas exactement quelle est la question. Si la mobilisation d'un expert, enfin, d'un groupe d'experts sur le projet est nécessaire et que j'ai pertinent de rémunérer les experts, on pourra en discuter. Mais actuellement, oui, je crois que le réseau RedSiem fonctionne sur la base du bénévolat. On est en train de cadrer ça effectivement entre RedSiem et le hub, mais les portes ne sont pas fermées. En tout cas, actuellement, le réseau fonctionne sur la base du bénévolat. Je vais juste répondre à la deuxième question. Concernant les données à parier, est-il possible de déposer des projets nécessitant de reconstruire le NIR à partir des données identifiantes? Circuit 9 pour interroger le SNGI. Alors, très bonne question. On est en train d'échanger avec la CNAV en ce moment même pour voir à quel point c'est possible de faire ça, pour combien de projets, à quelle échéance et selon quelle modalité. Donc, alors, si je peux juste compléter là-dessus, pour être très transparent avec vous, il y a un certain nombre de projets qui ont demandé à avoir recours à ce circuit et qui sont bloqués depuis très longtemps. Donc, si pour BOA, pour ce projet-là, pour l'appel à manifestation, vous souhaitez le faire, je pense que ça va en risque de dépasser les délais. Voilà. Mais comme le disait Romain, on travaille avec la CNAV et la CNAM pour essayer de fluidifier au maximum ce circuit aussi. Donc, écoutez, si vous êtes dans ce cas, plutôt que de vous répondre directement, ce qui va dépendre un peu de la nature du projet, du calendrier, etc. Ce que je vous propose, c'est de vous envoyer un message avec quelques lignes pour expliquer le problème sur l'adresse open source, et on verra ce qu'on peut faire. Mais effectivement, comme le disait Malek, concrètement, ça s'annonce plutôt difficile, étant donné qu'il y a plusieurs projets qui sont avant dans la liste du passage par la CNAV pour la reconstruction du. Alors, bonjour, au final, qu'est-ce qui sera disponible dans BOA? Un code Python RSAS exploitable ou un algorithme écrit? Alors, l'objectif, c'est vraiment d'obtenir les deux, c'est-à-dire d'avoir un algorithme écrit en langage naturel, parce que c'est en général plus facile à comprendre que la version implémentée, même si quand on a l'habitude de lire l'implémentation, ça va plus vite. Donc, c'est d'avoir un algorithme écrit en langage naturel d'une part, et d'autre part référencé avec cet algorithme en langage naturel des implémentations. Et l'idéal serait d'avoir vraiment une implémentation en Python, en R et en SAS pour que chacun puisse s'y retrouver en fonction de son langage de programmation d'utilisation courante. Donc, on vise à avoir les deux cas, enfin, à la fois l'algorithme écrit en langage naturel et l'implémentation dans les différents langages de programmation. On ne pourra probablement pas avoir l'implémentation nickel sur tous les algorithmes parce que ça multiplie le travail par 3, mais au moins en avoir une ou deux pour chaque algorithme, c'est vraiment ce qu'on vise. N'hésitez pas à préciser la question si jamais j'ai pas répondu correctement. Et un projet déjà déposé auprès du CSRS reste-t-il éligible à l'appel à manifestation? Oui, tout à fait.
Tout à fait, étant donné que c'est... Enfin, oui, oui, tout à fait. Il n'y a aucun souci, même ça facilitera la vie de tout le monde. Et il faudra juste voir pour le financement comment ce qui est possible. Alors, ça rentre... après, ça rentre dans le cadre de discussions un peu plus complexe en termes d'aide d'État, etc. Mais oui, la réponse rapide, c'est qu'il est possible de... Enfin, le projet déjà déposé au CSRS sont éligibles à l'appel à manifestation d'intérêt. Alors, question subsidiaire. Est-ce que les données appareillées de façon indirecte utilisées pour valider un algorithme pourraient être éligibles pour cet appel à projet? Alors, je suis pas sûr d'avoir compris exactement la question. C'est-à-dire que l'appel à projet vise essentiellement le côté algorithme, développement d'algorithme, validation d'algorithme. Si vous voulez parler d'avoir pour projet l'étape d'appariement simplement, c'est pas l'objet de cet appel à manifestation d'intérêt. Donc il faut vraiment qu'il y ait un projet lié aux algorithmes de ciblage et au partage d'algorithmes de ciblage pour rentrer dans le cadre de cette AMI. Mais je suis pas sûr d'avoir compris la question, donc n'hésitez pas à préciser si jamais j'ai mal répondu. Et juste un point sur le réseau RedSiam, l'apport du hub se situe au niveau de la validation des algorithmes. Donc oui, c'est un point très important, comme je le disais au début, d'apport par rapport à RedSiam, c'est qu'on peut, au côté hub, apporter un soutien en termes financiers et en termes humains et en termes techniques à des projets, en particulier des projets de validation d'algorithmes, mais pas seulement, qui sont assez complexes et assez coûteux. Donc l'idée, c'est de réduire aussi la barrière à l'entrée pour des projets qui n'auraient pas pu se faire sinon. Mais en plus de ça, de cet aspect soutien des projets complexes, il y a vraiment le côté structure de partage direct et structure de discussion collaborative qui sont importants pour nous. On ne voit plus de questions dans le chat. De toute façon, la validation fera appel à des retours au dossier. Ben, ça dépendra des projets, en fait, et de ce qui est possible. Je ne vois pas pourquoi je pense pas que la validation fasse systématiquement appel au retour au dossier. On peut tout à fait imaginer un appariement avec une cohorte où les patients insuffisants cardiaques sont clairement identifiés et cette variable qui indique que les patients sont insuffisants cardiaques fasse partie des données appareillées au SNDS et donc fasse partie du jeu de données dessus. Il peut y avoir des projets plus complexes d'appariement avec de croisement avec des bases de données hospitalières où effectivement un retour au dossier est envisageable, mais ça pose plein de problèmes en termes de pseudonymisation des données. Notre corps n'a pas pu être apparié de façon directe. La CNAM a déjà procédé à un appariement en direct. Et bien dans ce cas-là, oui, ces données-là pourront totalement être utilisées. Le fait que l'appariement soit direct ou indirect n'est pas ou qu'il ait déjà été fait, n'est pas vraiment un critère de l'éligibilité. Ça peut rentrer dans le cadre de la faisabilité technique et de la pertinence méthodologique si vous avez un appariement direct qui a été fait avec un faible taux d'appariement. Ça va un peu attaquer la pertinence méthodologique de la suite, mais c'est pas du tout un critère d'éligibilité. Et
Et effectivement, typiquement, la validation des algos de diabète par appariement avec Confluence rentre dans le cadre que j'indiquais précédemment, qui ne nécessite pas un retour au dossier à ma connaissance. Et je vous invite, comme c'est indiqué dans le chat, à aller lire l'étude le premier auteur est Sensuales Fuentes sur le diabète, qui parle de la validation de 3 algorithmes de repérage du diabète, si je ne m'abuse. Je suis désolé si c'est un peu impersonnel, j'ai les consignes de ne pas citer le nom des personnes qui posent les questions. Donc j'essaie d'éviter au maximum, sauf qu'on n'est pas à couper ces parties-là au montage. Écoutez, je ne vois plus de questions pour le moment. Je pourrais y répondre sinon après la présentation de Malek. Et donc, je vous invite une nouvelle fois, si vous avez envie de candidater, à candidater. Si vous avez des questions, à nous contacter à l'adresse open source. Et je vais laisser la main à Malek pour sa présentation, si c'est bon pour toi, Malek. Bonjour à tous, désolé pour ce problème technique. Donc l'idée en fait de cette présentation, c'est essayer de présenter un cas d'usage pour répondre à 2 questions, notamment pourquoi mettre en place un algorithme et pourquoi le valider dans le cadre d'une étude à partir des données du SNDS. Alors pour certains d'entre vous, ça sera très basique parce que je ne vais pas rentrer en fait dans les détails techniques de comment on calcule ci, comment on calcule ça. Mais je vais faire plutôt un focus sur tout ce qui est développement d'algorithmes et validation d'algorithmes. Donc, pour donner quelques éléments de contexte, ça, je pense que tout le monde ici autour de la table connaît bien, mais le SNDS donc est composé de plusieurs bases. Donc il y a la base, donc il y a les données de l'assurance maladie qui sont qui est le SNIRAM. Il y a les données hospitalières, donc le PMSI. Il y a les données des causes médicales de décès, donc le CPDC. Et ensuite on a aussi les bases du handicap et complémentaires santé. Donc, je vais faire un focus sur les 3 principales, sur les bases principales qui sont le SNIRAM, PMSI et CPDC pour les certificats de décès. Donc, les données du SNIRAM, elles vont être remontées en fait via le système national interrégime de l'assurance maladie via donc les régimes. Donc, on va retrouver des données patients, donc démographiques, géographiques, certains diagnostics, marqueurs de précarité, par exemple. Et on a tous les contacts avec le système de santé de ville, les actes, les prescriptions et les médicaments. Donc, côté PMSI, donc ce sont les données de tous les séjours hospitaliers. Concernant les diagnostics, on a les diagnostics principaux associés et reliés aussi. Qui sont codés donc dans le PMSI, donc on a, comme vous le savez, le MCO, HAD, SSR et psychiatrie. Et donc concernant les certificats de décès, donc les causes médicales de décès sont remontées via les certificats de décès. Et la codification, c'est la même chose que pour le PMSI. La cause de décès est codée selon la CIM-10. Donc là, je voulais faire un focus sur ce que contient le SNDS versus ce que il ne contient pas, parce que c'est ça en fait qui va faire que nous aurons besoin de mettre en place un algorithme pour aller sélectionner les cas pour faire notre étude. Donc, ce que contient le SNDS, on a tous les soins en ville, notamment les prestations remboursées. Donc avec un codage assez détaillé. Donc on a les actes médicaux, la biologie, dispositifs médicaux et les médicaments. On a tous les montants de ce que je viens de dire, donc les montants présentés ou au remboursement, la base de remboursement est remboursée, et on a le détail par date de soins et date de remboursement. Côté PMSI, on a donc les soins en établissement, donc on a les séjours facturés directement à l'assurance maladie. Donc on a aussi comme les cliniques privées et une partie du secteur médico-social handicap.
Et on a les séjours, oui, les séjours du PMSI, comme je l'ai dit, pour tous les établissements publics ou privés, pour le MCO, SSR, HAD et psychiatrie. Donc, on a aussi des données sur l'offre de soins. Donc, on a tout ce qui est en relation avec la spécialité du prescripteur et de l'exécutant. On a des données sur le lieu d'exécution, sur le département et la commune d'implantation du cabinet médical, par exemple. On a aussi le statut conventionnel et le statut juridique de l'établissement. Concernant les bénéficiaires, c'est là où on a un peu, donc c'est un peu limité, on va dire ça comme ça. Donc pour les bénéficiaires, on a l'âge du bénéficiaire, le régime d'affiliation, le sexe, le département et la commune de résidence. On sait aussi si le bénéficiaire a bénéficié de la CMU, de l'ACS ou de l'AME. Et on a les diagnostics qui sont dans les ALD parce qu'ils sont pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Et on a également pour les bénéficiaires, on a la date de décès. D'ailleurs, cette information, on va la retrouver y compris dans le PMSI, SNIRAM et CPDC. Donc, ce que ne contient pas le SNDS, par contre, et ce sont des informations parfois très importantes pour réaliser une étude épidémiologique. Nous n'avons pas les diagnostics lors des consultations médicales ou paramédicales en ville. Nous n'avons pas non plus les résultats des examens cliniques, par exemple la tension artérielle, l'indice de masse corporelle, etc. Nous n'avons pas non plus tout ce qui est résultats de laboratoire ou d'imagerie médicale, par exemple. Pour certaines données sociodémographiques sont également manquantes, par exemple le niveau d'études, le revenu, catégorie socio-professionnelle des assurés, le statut marital. On sait très bien que ces données-là en épidémiologie, c'est un peu crucial. Certains facteurs de risque qui sont également très importants, comme le tabagisme, l'alcool, l'activité physique, la nutrition ou les antécédents familiaux sont manquants, et nous n'avons pas également les médicaments délivrés dans les services d'hospitalisation ou de long séjour, autres que ceux figurant dans la liste en sus ou dans le cadre de forfait. Ce qu'il manque aussi, c'est le dosage prescrit, bien que aujourd'hui, je pense que la CNAM est en train de travailler dessus. Mais aujourd'hui, on n'a pas le dosage prescrit des médicaments. Donc, on a la quantité délivrée, mais on n'a pas la dose exacte prescrite. Et bien évidemment, on n'a pas les médicaments non remboursés ou actes non facturés. Donc là, c'est une liste, que ce soit de ce que contient le SNDS ou de ce qu'il n'y a pas, c'est une liste non exhaustive, bien évidemment. J'ai juste cité quelques-uns, quelques données qui me paraissent importantes. Donc l'objectif de la présentation, comme je l'ai dit au début, c'est d'essayer de répondre à deux questions. Pourquoi dans certains cas il faut mettre en place des algorithmes de sélection de cas dans le SNDS, et pourquoi une validation de ces algorithmes peut s'avérer nécessaire. Donc, ce que j'ai fait simplement, c'est que j'ai pris un cas d'usage de la littérature, tout bêtement, qui m'a paru aborder ces deux points-là. Mais il y en a d'autres, il y en a d'autres. C'est pas du tout, voilà, c'est, on va dire, c'est pas au hasard, c'est pas au hasard forcément, mais il y en a d'autres, comme par exemple la validation du diabète via la courte constance, par exemple, qui a été citée dans le chat tout à l'heure. Il y a d'autres exemples, bien évidemment. Mais là, j'ai pris un cas d'usage qui me paraissait intéressant pour cet exercice. Donc ici, il s'agit de l'identification de cas d'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique à partir des données du SNDS. Donc là, j'ai mis SNDS, mais en réalité, c'est à partir du PMSI. Donc il s'agit d'une maladie rare dont on va voir un peu les spécificités par la suite.
Donc l'objectif de cette étude donc était de développer un algorithme de sélection de cas pour identifier justement les patients atteints d'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique dans la base de données du PMSI. Et ensuite, les auteurs ont essayé de valider l'algorithme de sélection, cet algorithme de sélection. Ensuite, ils ont estimé le nombre de patients atteints, donc la prévalence de cette pathologie en France en 2015. Et cette partie-là, je ne l'ai pas présentée, je ne vais pas la présenter parce que c'est pas vraiment le sujet. Vous pouvez revenir vers l'article, j'ai mis la référence. Donc, concernant le développement de l'algorithme en lui-même, donc pourquoi ils ont développé un algorithme? Parce que tout simplement, il n'y avait pas pour cette pathologie qui est une maladie rare, il n'y avait pas de code diagnostic SIM10 de disponible, de spécifique à cette maladie. Donc, ce qu'ont essayé de faire les auteurs, c'est qu'ils ont essayé de caractériser le parcours de soins pour la prise en charge de ces patients. Donc, en commençant par bien comprendre la pathologie. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait appel à des experts en fait pour avoir leur avis sur la pathologie. Donc, c'était principalement des pneumologues et des experts sur cette maladie rare. Ensuite, ils ont fait une revue de littérature sur cette pathologie. Donc, pour bien voir comment la traiter, voilà, vraiment toutes les caractéristiques possibles pour bien comprendre cette pathologie. Et ensuite, ils ont fait une revue de littérature sur les algorithmes mis en place dans d'autres études, notamment à l'international, où ils ont trouvé, je l'expose pas ici, mais ils ont trouvé un certain nombre d'algorithmes qui ont été développés, notamment en Angleterre, sur cette même pathologie. Donc, ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont pas fait un seul algorithme, mais ils ont fait au total 5 algorithmes qu'ils ont au fur et à mesure modifiés pour arriver à un résultat qui on va voir après, qui leur paraissait le mieux pour sélectionner ces cas. Donc, je ne vais pas aller encore une fois dans le détail de l'algorithme, mais c'est juste pour montrer un peu la philosophie de la chose. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi ce cas d'usage parce qu'ils sont partis en fait d'une V1 d'un algorithme et ils ont testé des choses en suivant en fait ce qu'ils ont trouvé dans la littérature et en suivant ce que les experts leur avaient dit. Voilà. Donc oui, donc pour arriver, donc au final en fait, lorsque donc à chaque fois, chaque étape, là on le voit à l'écran, à chaque étape donc pour arriver de algorithme 1 à algorithme 5, à chaque fois il rajoutait en fait par exemple des actes médicaux ou des consommations médicamenteuses etc. Donc à chaque fois, il rajoutait des étapes pour essayer de voir un peu comment se comportait l'algorithme. Et donc l'encadré du haut, c'est les critères d'inclusion et l'encadré du bas, c'est les critères d'exclusion. Donc ensuite, ils ont exclu quelques critères pour arriver à un algorithme 6 qui a été finalement choisi. Et on va voir pourquoi cet algorithme 6 a finalement été choisi. Donc l'algorithme final qui a été choisi est celui-là. Donc ils ont choisi un algorithme donc les cas d'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique qui avait donc au moins une hospitalisation donc pour cette pathologie. Non, pas pour cette pathologie, pardon. Au moins une hospitalisation pour hypertension pulmonaire, qui est une pathologie pour laquelle on a un code SIM10 dans le PMSI au cours de l'année 2015. Et un des critères suivants sur la période 2009-2015, qui est un acte médical. Donc, je ne vais pas les citer, mais voilà, il y a 2 actes médicaux qui sont un peu spécifiques
à cette pathologie. Une admission pour hypertension pulmonaire et embolie pulmonaire, une embolie pulmonaire suivie d'une hospitalisation en centre de compétence puis en centre de référence, et des antécédents d'embolie pulmonaire et de cathétérisme cardiaque droit. Voilà. Là, c'est pour montrer juste que parfois un algorithme, ça peut aller loin, en fait. Ça peut dans le détail, ça peut être très détaillé et non voilà, c'est pas on prend un code diagnostique, on prend le PMSI et voilà, et on a la patho. Parfois, ça peut s'avérer un peu plus complexe que ça. Donc ici, ils ont aussi au final exclu les patients présentant des conditions évocatrices d'hypertension artérielle pulmonaire, voilà, pour affiner leur algorithme. Donc ici, maintenant, je vais vous parler donc pourquoi ils sont arrivés à la conclusion, au choix de cet algorithme 6 que je vous ai montré tout à l'heure, et comment ils ont validé cet algorithme, sans forcément rentrer dans le détail technique des analyses stats, parce que c'est des analyses stats classiques qu'on voit partout, mais c'est pas le sujet. Donc la première étape, en fait, c'est qu'ils ont mis en place une base de données de cas confirmés de cette pathologie, en utilisant entre autres 2 registres prospectifs et qui sont exhaustifs. Donc ces 2 registres sont des registres de cette pathologie qui sont dans 2 hôpitaux en France. Et ensuite, ce qu'ils ont fait pour ces 2 registres, en fait, ils ont apparié chacun des registres au PMSI, donc en faisant un appariement indirect. J'ai mis les variables en bas, mais encore une fois, c'est pas du tout l'objectif de la présentation, hein. Je vais juste passer rapidement là-dessus. Donc pour l'appariement indirect, ils ont utilisé les variables on va dire classiques, hein, l'âge, le sexe, le code postal, la date d'admission et de sortie, le type d'hospitalisation et les actes médicaux. Donc ensuite, une fois qu'ils ont apparié ces 2 registres avec le PMSI, donc ils ont eu 2 bases de données distinctes, qu'ils ont ensuite apparié entre elles pour avoir la base de données finale. Donc ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont calculé donc la performance de ces 6 algorithmes en prenant l'un des registres comme référence. Et encore une fois, c'est pas pour rentrer dans le détail, mais j'ai mis quelques définitions. C'est juste pour comprendre la slide d'après. Je vais faire un focus plus sur la sensibilité et la spécificité ici. Donc la sensibilité, pour rappel, c'est juste le nombre de personnes atteintes de la maladie qui ont été identifiées comme cas. Donc voilà. Et la spécificité, c'est le nombre de personnes non atteintes de la maladie et qui ont été identifiées comme non-cas. Donc là, je présente les résultats. Donc là, donc on voit bien, ils sont passés du premier algorithme au 6e algorithme. À chaque fois, ils rajoutaient des critères, et ensuite ils ont essayé de valider chacun de ces algorithmes. Et pour qu'au final, en fait, les auteurs ont choisi de garder le 6e algorithme en prenant comme critère la spécificité et non la sensibilité. Donc là, le message que je veux juste faire passer, c'est que tout dépend de l'étude, en fait, et tout dépend de la pathologie. Parfois, on privilégie la sensibilité. Parfois, c'est la spécificité. Parfois, les deux. Voilà, tout dépend de l'étude. Et tout dépend, et pour ça, il faut bien connaître la patho et aussi la prévalence de la pathologie, entre autres. Donc voilà, donc je vous laisserai regarder à tête reposée tous les chiffres si ça vous intéresse. Encore une fois, hein, ça m'a paru juste important de montrer l'importance justement de faire ces algorithmes et de faire une validation. Parce que si on s'était arrêté au premier algorithme là, par exemple,
on aurait eu une spécificité à 85 par exemple, à 85%, et alors que avec toute la procédure là, on est monté jusqu'à 95%. Et il y a d'autres exemples dans la littérature qu'on peut retrouver dans la littérature qui montrent aussi la même chose pour la sensibilité. Voilà, dès qu'on fait une étude de validation, d'ailleurs l'exemple qui a été cité là sur le diabète est un très bon exemple et pareil, ils ont amélioré considérablement l'algorithme en faisant justement la validation avec la constance et c'était très et sans cette validation, voilà, ils auraient pris par exemple, je sais pas comme dans cet exemple, ils auraient pris le premier algorithme alors qu'ils auraient pu améliorer la performance de leur algorithme. Alors juste quelques qu'est-ce qu'ils ont fait ici, juste une petite conclusion du cas d'usage là. Donc ils ont juste pour reprendre un peu pour faire un summary. Donc ils ont testé plusieurs algorithmes suite à l'avis des experts et à la revue de littérature. Ce qu'on retient aussi, c'est que pour cette pathologie, les auteurs ont fait le choix de l'algorithme qui avait une spécificité et une VPN importante, alors que la sensibilité et la VPP étaient faibles. Donc c'est juste un message pour dire que tout dépend vraiment de la pathologie et c'est des choix à faire par les experts. Voilà. Et ces paramètres de performance en fait de l'algorithme ont été pris en compte ensuite, ce que je n'ai pas montré ici parce que c'était pas le sujet, mais pour le calcul en fait de la prévalence ensuite, ils ont pris en compte en fait la performance de l'algorithme pour faire des ajustements. Voilà ce que je voulais montrer pour ce cas d'usage, on va dire. Mais n'hésitez pas à aller voir l'article. Hein. Voilà, moi, il m'a semblé intéressant. Encore une fois, c'est juste un choix. Donc, pour conclure la présentation, en fait, la mise en place d'un algorithme est dans certains cas incontournable pour la sélection des patients. Notamment pour les pathologies où il n'y a pas du tout de SIM10, les pathologies rares par exemple, ou les maladies rares ou d'autres. Voilà. Et surtout, avant de proposer un algorithme de sélection de cas, s'assurer que l'algorithme n'existe pas déjà en France ou à l'international d'ailleurs. Et aussi, ce qui est très important, c'est de bien documenter la pathologie pour bien comprendre les mécanismes, notamment tout ce qui est traitement. Bon là, l'exemple que j'ai montré était focus PMSI, mais on aurait pu. Il y a d'autres exemples sur toute la base du SNDS où voilà, il y a les prescriptions médicamenteuses, il y a les actes, voilà, on peut utiliser plein de paramètres. Donc, bien documenter la pathologie et ne pas hésiter à faire appel à des experts médicaux qui sont spécialistes de la pathologie même. Et bien évidemment, ça c'est incontournable, une revue de littérature pour regarder ce qui se fait sur la pathologie et sur les algorithmes. Il est également fortement recommandé, lorsque c'est possible, d'effectuer une validation de l'algorithme. En utilisant des bases de données avec des diagnostics validés par des experts médicaux ou des médecins. Ça peut être des registres, des cohortes, voilà, ça peut être, voilà, principalement c'est des registres et des cohortes, mais vraiment, lorsque c'est possible de faire cette validation, il faut la faire. Bon, c'est vrai que ça peut être parfois très coûteux de faire une étude d'emblée, mais quand c'est possible, faut pas hésiter à faire ça. Il faut pas se dire non, c'est pas la peine, de toute façon on a notre algorithme, ça va servir à rien. Mais je pense que l'amélioration de la performance de l'algorithme peut se faire facilement avec, enfin facilement.
ça serait bien, ça serait mieux, voilà, de faire ça. Voilà les principaux messages que je voulais passer sur ce sujet. Donc j'ai remis la slide qu'a présenté Romain tout à l'heure sur l'appel à manifestation d'intérêt. Donc ne pas hésiter aussi à nous contacter si vous avez n'importe quelle question sur comment soumettre, quoi soumettre, etc. Et on reste bien évidemment à votre disposition si vous avez des questions autres. Voilà. Merci. Alors je vais rapidement regarder le chat. Comment on fait? Si tu veux, Malek, je vais juste, donc tu t'en sortes, je vais répondre aux premières questions qui concernent plus la Je t'en prie, ouais. Alors, deux questions qui sont un peu les mêmes. Comment vont être gérées les mises à jour nécessaires des validations des algorithmes à revalider en fonction des changements de pratique, des codages légaux, des changements légaux, des connaissances? Et deuxième question, est-il prévu envisager une maintenance des algorithmes pour pouvoir l'utiliser sur une période autre que celle de la validation de l'algo? Évidemment, c'est deux questions cruciales, mais auxquelles on n'a pas de, vous vous en doutez, on n'a pas de réponse magique. Si un algo a été développé sur une période et validé sur une période, la validation ne s'étend pas magiquement sur d'autres périodes, qu'elles soient précédentes ou qu'elles soient suivantes, puisque il peut y avoir tout un tas de changements qui interviennent, comme c'était mentionné dans la question. Donc le deuxième niveau de réponse, c'est que oui, on a bien conscience de ce problème-là et on va faire ce qu'on peut pour arriver à une maintenance des algorithmes. Donc, c'est envisagé. On va essayer de voir avec les lauréats de l'appel à projet, de l'AMI, si on peut mettre en place quelque chose d'un peu plus long terme pour assurer une maintenance de l'algorithme, pour pouvoir éventuellement refaire une validation d'ici 2 ans, 3 ans, quand les données et les pratiques auront changé. Enfin, je ne sais pas si 3 ans est la bonne échelle de temps, mais je pense que vous voyez l'idée. Donc, il y a le fait, en termes de maintenance, il y a le fait de noter dans la documentation des algorithmes la période de validité, enfin la période qui a été testée, la période de validation, la période de validité envisagée, celle qui était envisagée à la base dans la conception, et ensuite le fait de documenter les obstacles à l'extension de la période de validité possible. Et par ailleurs, donc une fois que si validation il y a eu, une fois que la validation a été faite une première fois, en général, c'est plus facile de la faire une deuxième fois parce qu'on a déjà travaillé sur la manière de faire l'appariement des données de la cohorte ou du registre OSNDS. On a déjà travaillé sur les scripts d'analyse des données, etc. Donc, on va faire le maximum pour que refaire la validation soit plus simple la deuxième fois. Mais bon, il n'y a pas de magie. Si la validation a porté sur la période 2015-2019, il faudra la refaire pour 2019 ou 2022, probablement. Et effectivement, quand les algorithmes utilisent des traitements prescrits, la maintenance doit être assez fréquente, ça doit dépendre beaucoup de l'univers médical. Je vais juste répondre à l'autre question, qui est quel devenir sur le SDThub pour les bases appareillées une fois l'étude terminée. Alors, contrairement aux appels à projets précédents, on ne demande pas à ce que les données qui sont utilisées en particulier pour la validation des algorithmes, mais aussi pour leur conception si jamais, même si j'ai pas de cas en tête, on ne demande pas à ce que ces données soient partagées au catalogue du SDThub. Donc, la contrepartie ici porte vraiment sur l'effort de partage des résultats, des algorithmes, de documentation des algorithmes, d'implémentation, etc. En revanche, évidemment, si lauréat ou porteur de projet est intéressé pour maintenir l'appariement de manière pérenne, pouvoir refaire la validation de manière régulière, etc., on va rentrer dans les discussions de style inscription au catalogue qui permettront d'assurer un maintien de la base appariée
au SNVS de manière pérenne. Et alors, la problématique de la maintenance, oui. Vas-y, je pense que c'est pour la suite. T'as fini, c'est bon? Ouais. Donc pour la question d'Emeline, je ne suis pas d'accord sur le fait qu'un algo pour une patho, il faut avoir en tête qu'un algorithme répond à une étude et n'est pas forcément réutilisable pour répondre à d'autres questions de recherche sur la même pathologie. Oui, mais ça va dépendre fortement de la pathologie en elle-même. Comment je veux dire, si pour une patho on construit un algorithme et qui est de nature simple, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a des algorithmes très très simples, hein, code SIM10, tel médicament et voilà par exemple. Pour certaines de ces maladies, on peut les réutiliser. On peut les réutiliser pour la même pathologie. Mais par contre, pour d'autres, effectivement, les standards peuvent changer. Donc effectivement, ça dépend vraiment de la pathologie. Ensuite, sur la question, quand les algorithmes utilisent, enfin c'est pas une question, c'est une remarque. Quand les algorithmes utilisent des traitements prescrits, la maintenance doit être fréquente. L'univers des traitements change vite. Oui, oui. C'est pour ça que un algorithme, et ça rejoint le commentaire d'Emeline, hein, un algorithme qui est fait aujourd'hui ne sera peut-être plus valable dans 4-5 ans. Oui, parfaitement. Merci à tous en tout cas et n'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions, d'autres points à aborder, n'hésitez pas à nous faire un mail à l'adresse open source là que Romain a mis sur la slide. Et donc je relaisse la parole à Romain ou à Agathe. Je vais clôturer. Merci beaucoup Romain et Malek pour ce meet-up. C'était vraiment super. Et merci à vous tous de vous être connectés. Et bonne soirée à tous. Bonne soirée. À la prochaine. Bonne soirée. Au revoir.